On l'avait annoncé, il est avec nous sur ces plateaux. Son nom est Jean-Jacques Mamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, Jean-Jacques Mamba, vous êtes cadre du MLC. C'est tout comme présentation ou il y a d'autres casquettes que vous gardez? Mais oui, je suis cadre du MLC, chargé de la formation de l'idéologie du parti. C'est ce que je peux dire à ce moment-ci. Voilà, chargé de l'idéologie du parti. Avec vous, on va parler de cette croissance inclusive. Alors, d'entrée de jeu, que doit-on comprendre quand on parle de la croissance inclusive d'abord? Bon, d'abord, il y a deux termes. Il y a la croissance et puis il y a le fait qu'elle doit être inclusive. Donc, lorsqu'on parle de croissance ou d'accroissement ou d'augmentation, oui, dans le cas d'espèces, c'est-à-dire dans le cas d'un pays, de la croissance économique, il s'agit de la production globale de ce pays-là. En ce qui concerne le Congo, on prend par exemple la production à l'année X, oui, on la compare à la production à l'année X plus 1, oui, et si la production de l'année X plus 1 est supérieure à la production de l'année X, en ce moment-là, on dit qu'il y a croissance. Maintenant, lorsqu'on veut parler de croissance inclusive, c'est une croissance qui est, je veux dire, redistribuée et dont les effets sociaux sont ressentis au niveau du citoyen lambda. Maintenant, je vais revenir avec une explication qui est très simple. Allez-y. La croissance dans les pays subsahariens pose plusieurs problèmes. Je vais en citer que trois. D'abord, la nature de la croissance ou les composants de la croissance, la redistribution de la croissance et la démographie. Alors, lorsqu'on parle des composants de la croissance, il faut voir, par exemple, chez nous, lorsqu'on parle d'un accroissement ou d'un taux de croissance élevé, il faut voir il provient d'où. Et dans le cas d'espèces, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre croissance est réellement, et dans la plupart des cas, de tout ce qu'on a pu voir, c'est l'augmentation de notre production dans le secteur minier. C'est-à-dire que notre croissance est tributaire de l'accroissement de la production dans le secteur minier. C'est essentiellement dans ce secteur-là et c'est paralysant parce que il y a les services qui doivent croître. Oui. Il y a aussi beaucoup d'indicateurs. Lorsque les services croissent, vous avez de l'emploi qui est généré. Par contre, lorsque vous avez la croissance dans le secteur minier, l'investissement, c'est un investissement en capital parce qu'il y a des grosses machines. Mais l'investissement en ressources humaines est beaucoup plus faible que l'investissement en capital. Vous allez voir une société d'extraction peut investir 1 à 2 milliards enfin 1 million, je vais dire comme ça, pour avoir des machines extractives. Mais le personnel qu'elle emploie dans son budget ne représente rien du tout. Ça veut dire la masse salariale est tout à fait négligeable. Donc là, c'est au niveau de la composante. Le Congo est actuellement tributaire des ressources qui ne sont pas intarissables parce que finalement, nous avions aussi une grosse production de diamants à Bujima et ainsi de suite. Il y a beaucoup de pays où il y avait des grosses minerais dans le pays. Et les productions ont baissé parce qu'au fait, ce ne sont pas je veux dire, ce ne sont pas des ressources qui sont statiques. À chaque fois qu'on les utilise, elles se finissent et elles ne se régénèrent pas. Donc c'est vraiment très dangereux d'avoir une économie qui est tributaire simplement de la croissance du secteur minier. Maintenant, le deuxième problème, c'est la redistribution. Vous aviez vu que nous avions 9% de croissance, mais on ne le ressent pas dans le social. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, généralement, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, donc vous avez 47% des pays de l'Afrique subsaharienne dont les populations vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Pourquoi? Dans les mêmes pays, lorsque vous y allez, notamment dans notre pays, vous allez constater qu'il y a une classe qui devient de plus en plus riche, donc il y a une fracture sociale, et une classe qui s'appauvrit dans un contexte de croissance économique. Pourquoi? Parce que la richesse qui est générée par le pays, ou le surplus de richesse qui est généré par le pays, n'est pas redistribué dans les salaires des fonctionnaires, n'est pas redistribué dans les subventions, par exemple, pour les hôpitaux, de telle sorte que les frais de santé coûtent moins cher. Vous avez l'hôpital du cinquantenaire, il me paraît que la consultation coûte 30 000 francs, donc même un fonctionnaire ne peut pas y aller. Cette croissance devait servir à subventionner ce type d'hôpital, par exemple, pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux soins. Donc elle n'est pas inclusive jusque-là. Jusque-là, elle n'est pas inclusive. Maintenant, vous avez un troisième élément, c'est la démographie. Vous pouvez avoir une croissance de 10%. Je vous donne un exemple. Nous sommes à 10 millions d'habitants. Nous produisons 10 millions de dollars. Après 3 ans, nous produisons 12 millions de dollars, mais nous avons 15 millions d'habitants, c'est-à-dire la démographie. Lorsque la croissance n'est pas synchronisée avec la maîtrise des données démographiques, le citoyen lambda, ça veut dire prise individuellement, le citoyen s'appauvrit. Pourquoi? Parce que si nous avons une croissance de 9 milliards alors que nous avons 70 millions d'habitants, enfin de 9%, excusez-moi, avec 70 millions d'habitants. Demain, nous pouvons avoir une population de 80 millions d'habitants et n'avoir qu'une croissance de 10%. Alors en ce moment-là, avec cet accroissement démographique, quand vous prenez la richesse individuelle, c'est-à-dire vous prenez ce qu'a produit l'ensemble du pays par le nombre d'habitants, vous allez constater que chaque individu s'appauvrit. Raison pour laquelle, ça fait près de 10 ans que le PIB par habitant du Congolais n'a pas augmenté et que malgré cette croissance, vous verrez ce qu'on appelle l'indice de développement humain, la RDC talonne vers, je crois, il y a 2 pays après, il y a Bangladesh. Mais selon vous, qu'est-ce qui bloque jusque-là? Mais ce qui bloque, c'est que nos dirigeants ont échoués.
nous sommes dans l'opposition, nous sommes MLC, je pense qu'ils n'ont pas bien ciblé les priorités. J'ai souvent dit qu'ils se sont comportés comme s'ils étaient en campagne électorale. Hein. Ça veut dire qu'ils avaient des stratégies de campagne dans lesquelles ils ont montré des TGV, dans lesquelles on montrait des infrastructures, mais ce n'était pas ça le problème essentiel, parce que même si vous construisez 100 écoles, il y a deux choses. Il y a ceux qui vont enseigner dans ces écoles et ceux qui vont aller étudier dans ces écoles-là. Donc, dès l'instant que les bénéficiaires des infrastructures que vous faites ne sont pas au pas de l'évolution que vous prenez, ça veut dire ne reçoivent pas ce qu'il faut pour assurer un bon service ou n'ont pas de quoi payer pour que les enfants aillent à l'école, vous pouvez construire des infrastructures, mais la qualité de l'enseignement sera au rabais. Oui. Et comme vous le savez, encore cette année, nous avons à peu près 6 millions d'enfants, je le dis souvent, qui n'ont pas pu aller à l'école faute de moyens. Donc ce que je veux dire, c'est la résultante d'un échec dans la gestion de la chose publique qui peut expliquer que la croissance aujourd'hui n'est pas inclusive, dans le sens où vous avez 9% de croissance, mais vous avez aussi des gens qui continuent à s'appauvrir et qui ne voient pas clair. Voilà, alors justement, ce sujet, la croissance inclusive dont on a parlé ce soir, va faire l'objet de ces forums qui se tiennent à Kinshasa pendant 2 jours, pendant 48 heures. Quel sera exactement l'objectif de ces forums selon vous? Ça va permettre à quoi exactement? Écoutez, j'espère que les autorités de notre pays, donc je parle du gouvernement, pourront prendre la mesure de la dynamique qui amène cette conférence chez nous. Cette dynamique, c'est de dire, OK, vous nous avez pendant quelques années montré que vous êtes un pays capable de croître économiquement. Oui. Montrez-nous aussi que vous êtes un pays capable de redistribuer cette croissance, c'est-à-dire améliorer la gestion, de la parcimonie dans la gestion de la chose publique, de la parcimonie dans la gestion du trésor public. On peut diminuer le train de vie des gens, diminuer le train de vie de l'État et redistribuer les surplus pour l'amélioration des conditions sociales, notamment à travers des soins, comme je vous ai dit, on parle de la santé, de la scolarité, mais on doit parler aussi des salaires. Vous savez que nos fonctionnaires aujourd'hui, je crois que le plancher, c'est quelque chose comme 50 000 francs. Avec 50 000 francs dans la ville de Kinshasa, on ne peut pas vivre. Donc il faudra bien que les 2 dernières années qui restent à cette mandature, à cette législature, que le Premier ministre puisse concentrer tous ses efforts pour régler ces questions-là et ramener un minimum d'équité sociale, de telle sorte que toutes les personnes puissent bénéficier de la croissance dont on parle. Voilà, de cette croissance dont on parle, mais justement la République démocratique du Congo, on parle également d'un partenariat avec l'Université des États-Unis, Harvard. Qu'est-ce que la RDC va gagner exactement après ces conférences? Mais si la RDC s'emploie à tirer profit des différentes analyses qui caractérisent notre pays, notre structure économique, si notre gouvernement s'emploie à tirer le bénéfice de ces différentes analyses, quand je parle d'employer, c'est-à-dire dans la pratique, oui. Mais ça sera le bien pour tout le monde. Je veux dire que si aujourd'hui le gouvernement s'engage pour les 2 ans qui restent, du moins pour les 2 ans que nous connaissons, oui. S'engage à redistribuer la richesse, à améliorer la gestion, à améliorer les différents secteurs qui sont jusqu'à présent des promesses, je pense que ça sera le bénéfice pour tout le monde. Voilà, le bénéfice pour tout le monde. Alors justement, comment faire exactement ou que faire exactement pour parvenir à cette croissance inclusive? Quel secteur, par exemple, il faudrait privilégier ou quelle étape? Bon, écoutez, vous savez, nous avons un instrument qui nous permet de voir un peu comment l'État réfléchit ou comment le gouvernement réfléchit. Comment est-ce que, quand vous êtes chez vous à la maison, ce qu'on appelle le budget, c'est-à-dire en début de mois, vous savez ce que vous avez et vous ventilez vos dépenses. Vous savez combien vous allez recevoir, on va parler de salaire par exemple, et vous savez combien vous allez dépenser pour la scolarité, pour le manger, pour le déplacement. Donc la photographie de comment gérer notre État, c'est au travers de notre budget. Mais je vous informe par exemple que dans le budget, le dernier que j'ai pu observer, vous avez 60% du budget qui est consacré aux institutions. Vous avez la présidence de la République, vous avez le Parlement, le Sénat et ainsi de suite. Et les autres 40% sont affectés aux divers postes, dont notamment des postes très sensibles comme celui de l'éducation nationale, qui doit avoir plus ou moins 1%. Vous avez, d'ailleurs cette fois-ci nous n'avons même pas un ministère des Affaires sociales, vous avez aussi un autre poste qui a moins de 1%, c'est le poste relatif à tout ce qui est social. On voit quand même des avancées, c'est qui n'était pas le cas. Non, je vais vous expliquer, parce que vous avez posé la question de savoir comment est-ce qu'on va faire. Donc, dans un contexte où, c'est ce que je suis en train de dire, je vais répondre. Dès l'instant que vous êtes un gestionnaire de l'État, vous avez la responsabilité de ventiler vos dépenses ou d'organiser les dépenses de l'État de telle sorte que cette équité ou cette croissance inclusive se fasse ressentir. Ça veut dire quoi? Non seulement vous allez aller dans une captation de recettes, c'est-à-dire accumuler la captation de recettes, voir là où on peut encore avoir de l'argent, mais aussi vous allez chercher à redistribuer et à ventiler votre budget autrement. Donc nous attendons le prochain budget pour voir s'il y aura de la part belle à tout ce qui est social, à tout ce qui est paye des fonctionnaires par exemple, de telle sorte que cette croissance inclusive puisse être effective. Donc ça c'est un élément. Maintenant, lorsque vous me dites qu'il y a des avancées, il n'y a pas de souci, on peut reconnaître qu'il y a des avancées. Nous ne sommes pas défaitistes, mais nous disons est-ce qu'elles sont
perceptibles? Est-ce qu'elles ne sont pas simplement substantielles? Est-ce que les gens sentent ces avancées? Est-ce qu'aujourd'hui, le fonctionnaire à qui on a parlé... Vous, en tant que citoyen congolais, vous le sentez ou non? Non, je ne le sens pas. Je ne le sens pas et la situation devient très difficile. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez le secteur bancaire. Prenons la paye des fonctionnaires. On va prendre cet exemple juste après. Il est d'abord temps. On va d'abord rappeler aux téléspectateurs le titre qui font la une ce soir et sur juste après. Le Premier ministre Matata Ponyo a ouvert ce jeudi à Kinshasa les travaux de la conférence sur la croissance économique inclusive en République démocratique du Congo. Cette conférence est organisée à l'initiative du gouvernement congolais en collaboration avec l'université américaine d'Harvard. Durant 2 jours, soit du 8 au 9 janvier, les participants à cette conférence vont aborder des questions liées notamment à la lutte contre la pauvreté, le développement rural, les contraintes historiques au développement de l'Afrique ainsi que la croissance économique. Et puis un incendie s'est déclaré sur le pont Maréchal dans la province du Bas-Congo suite à un gros véhicule qui a perdu les contrôles et qui a pratiquement quitté sa trajectoire routière avant de se retrouver en fait au niveau du péage. Les dégâts causés sont importants mais ne sont pour l'instant pas évalués. Autre titre d'actualité, le patron de la mission onusienne en République démocratique du Congo, Martin Kobler, a indiqué que la MONUSCO s'est fixé 3 priorités pour l'année 2015. Vous aurez les détails dans la grande édition du journal. C'est dans moins d'une heure. Et en sport, enfin, le suspense est donc levé. Florent Ibenge Ikangue a rendu public sa liste définitive de 23 léopards qui seront présents en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février prochain pour la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les 6 écartés, on note un seul professionnel, le défenseur du Châteauroux en France. Son nom, Distel Zola. Voilà, dans quelques minutes, Grâce Salambo revient sur ces plateaux pour l'évolution de l'actualité, les développements de tous ces titres. Et nous reviendrons à notre invité qui est avec nous, Jean-Jacques Mamba. On parlait de la croissance économique et quelle étape pour faire sentir exactement cette croissance. Voilà, j'étais sur le point de vous donner un autre exemple. Vous savez qu'un des partenaires de la croissance dans le pays, c'est le secteur bancaire. Oui. C'est-à-dire que le secteur bancaire est là pour accompagner l'économie dans tous les pays. Vous allez prendre ce qu'on a appelé ici la bancarisation. Vous allez remarquer que le Premier ministre s'est lancé dans un vaste projet, que nous louons d'ailleurs, pour lequel il avait mis les mécanismes de telle sorte que tout le monde soit payé via compte bancaire. La première phase du projet, c'était l'État qui supportait les AGO ou les frais bancaires. Dans la deuxième phase du projet, de manière très unilatérale, l'État a laissé, d'abord il y a eu des impayés, et l'État a dit qu'il n'allait plus payer parce que ça lui coûtait trop cher. Donc, les fonctionnaires qui reçoivent déjà une modique somme, un modique salaire, se sont retrouvés amputés des frais bancaires, ce qui ne les a pas arrangés, il y a eu beaucoup de tohu-bohu. Mais pourquoi je parle des banques? Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de croissance inclusive, on parle au fait de l'équité sociale. Et je vous dis qu'il y a une fracture sociale. Aujourd'hui, oui, même un salarié qui touche $2000 n'est pas en mesure, avec son salaire, de construire dans la ville de Kinshasa. Peut-être même pas dans les périphéries. Pourquoi? Parce que le secteur bancaire ne va pas l'accompagner. Allez parcourir toutes les banques. Vous verrez qu'il y a 2 ou 3 banques qui pratiquent le crédit hypothécaire sur 5 ans, parce que l'État ne s'en mêle pas. Et quand vous voyez le prix de l'immobilier, le prix des terrains, c'est dans l'impossibilité, même quelqu'un qui est un fonctionnaire d'État, de construire une maison avec son salaire. Alors dites-moi comment est-ce que quelqu'un peut passer toute sa carrière, là je vous parle d'un salaire de $2000, mais ne parlons pas de ceux qui ont 50 000 francs. Vous pensez qu'un fonctionnaire congolais qui gagne 50 000 ou 100 000 n'a pas le droit à un logement décent? On nous a parlé de logements sociaux. Vous allez voir par exemple sur Bandal, la plus petite maison coûte 250 000 $. Quel est le fonctionnaire qui va l'acheter? Donc ce que nous disons, pour que l'équité sociale existe, il faut que l'État intervienne comme garant pour faciliter par exemple le crédit hypothécaire, de telle sorte que les gens puissent, avec un modique salaire, obtenir des crédits hypothécaires et construire. Donc nous sommes dans une situation de précarité généralisée et il y a plusieurs exemples qu'on peut vous donner. Si le gouvernement actuel, pour les 2 ans qui restent, met en place des mécanismes pour que les gens aient accès au crédit, que le salaire des gens soit amélioré, qu'au niveau de la santé, on a l'hôpital de Saint-Cantonnière, que les soins soient facilités, c'est-à-dire au niveau de la consultation et tout ça. Vous avez aussi l'hôpital d'Ikembe Mutombo et les autres hôpitaux qui sont dans les provinces. Si l'État engage une forme ainsi de chasse à la pauvreté, je pense que dans 2 ans, on peut avoir une nette amélioration. Mais pour l'instant, ce ne sont que des chiffres qui ne sont pas redistribués. Voilà, plusieurs pays sont arrivés à cette croissance en développant son capital humain, tel qu'on peut citer la Tunisie. Chez nous, c'est quoi la stratégie également pour y arriver? Mais le développement du capital humain, qu'est-ce que c'est? C'est l'investissement dans l'homme. L'investissement dans l'homme, lorsque vous avez un budget et que vous allouez plus ou moins 1% de ce budget pour l'éducation nationale,
Comment voulez-vous investir? Vous n'avez pas investi dans l'homme en ce moment-là. Donc, les Japonais vont jusqu'à 55% de leur budget pour tout ce qui concerne la recherche scientifique. La recherche en général et la recherche scientifique en particulier. Les Français ont une affaire de 5 à 10% et quand vous prenez les dérivés, ils montent jusqu'à 20%. Donc nous, à notre niveau, investir dans l'homme, ok. Prenons un cas qui est très simple. Est-ce que nos étudiants reçoivent des bourses? Est-ce que nos professeurs sont bien payés? Sommes-nous prêts aujourd'hui à payer un professeur de quoi? D'abord, lui éviter les cumuls parce qu'il va donner cours dans 10 universités. De vivre décemment, parce qu'un professeur, c'est celui qui fait de la recherche. Ça veut dire que c'est celui qui a consacré toute sa vie à faire de la recherche. Et il faut lui donner les moyens pour le faire. Vous savez qu'en Europe, par exemple à l'ULB, je connais un peu, hein, un professeur ordinaire, il gagne jusqu'à 5 000 euros. Donc 5 000 euros, c'est 7 000 $. Une personne comme ça peut dédier toute sa vie à la recherche et ce qu'il produira va faire avancer son pays. Donc lorsque nous sommes dans l'incapacité de payer nos professeurs décemment, comment voulez-vous que nous investissions dans l'homme? Parce que c'est le même professeur qui sera obligé, parce qu'il ne peut pas publier, de donner cours dans 5-10 universités, de vendre les syllabus, et parce qu'il n'a pas fait de la recherche, tout ce qu'il va enseigner sera obsolète. Donc nous sommes dans un cercle vicieux. Nous devons prendre la mesure de la décision politique et vraiment ventiler notre budget pour recadrer et amener de la hausse là où le besoin est ressenti. Alors, quand est-ce que justement la population congolaise va d'abord sentir les effets de cette croissance ou comment ou quoi faire exactement pour permettre à cette population de sentir celle-là? Mais nous venons de le dire, tout dépend de la décision politique. Nous, MLC, nous sommes dans l'opposition, donc nous ne sommes pas au gouvernement. Je ne sais pas vous dire ce que eux ils vont décider, mais je pense qu'avec le partenariat en tant qu'économiste, vous parlez de ça en tant qu'économiste. Oui, en tant qu'économiste, je viens de vous dire tout ce qu'il faut faire. En tant qu'économiste, c'est ce qu'il faudrait faire. J'espère que vous m'avez suivi. J'ai expliqué comment est-ce qu'on doit procéder. On doit d'abord vérifier qu'est-ce qu'on a dans sa poche, c'est-à-dire ce qu'on peut capter comme recette au niveau du budget, et ensuite prendre la bonne décision politique pour savoir comment on ventile ce que nous avons. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de diminuer le train de vie de l'État déjà? Ça sera une amélioration substantielle, mais en diminuant le train de l'État et en subventionnant les services sociaux, déjà le citoyen congolais pourra avoir des soins de santé de qualité. En diminuant le train de l'État, parce que c'est tout ce que nous avons, en diminuant le train des institutions et en finançant la paie des professeurs, peut-être qu'un professeur qui est mieux payé peut être mieux motivé. En améliorant le secteur de la justice, aujourd'hui, un magistrat est en train de... Ils ont fait une grève parce qu'ils veulent recevoir 1 600 $. Mais dans la ville de Kinshasa, 1 600 $ par rapport à son rang de magistrat, c'est le minimum qu'on puisse lui donner, mais il ne le reçoit pas. Donc je veux dire que le tout, c'est la décision politique. Si nous décidons d'utiliser différemment notre argent, nous allons obtenir des résultats inclusifs, c'est-à-dire que nous allons créer de l'équité sociale et réduire au fait la fracture sociale qui existe aujourd'hui entre la classe dirigeante et la population. Voilà, on va revenir à ces partenariats pour ces forums du gouvernement congolais avec l'université et d'Harvard. Par exemple, les étudiants peuvent bénéficier de quoi exactement dans ces partenariats, si vous voulez voir en clair? Bon, je dois vous avouer que je n'ai vraiment pas encore les conclusions, les objectifs vraiment visés. S'il est avéré que nos étudiants pourront recevoir des bourses pour aller étudier à Harvard, j'en serais très fier parce que ça fait la fierté de notre pays, pour autant qu'ils iront vraiment défendre nos couleurs. Nous en avons besoin. Nous sommes l'un des rares pays d'Afrique noire qui, depuis plus de 50 ans, n'a pas un brevet scientifique. Ça veut dire que nous n'avons pas un brevet d'invention. On nous a parlé de pouce café, mais je dois vérifier si ce brevet existe. Nous n'avons inventé que des danses pendant 50 ans. Mais je veux dire, en termes d'invention et avoir un brevet qui peut rendre les pays voisins ou exporter notre technologie ou exporter notre savoir, nous n'avons pas d'invention. Donc, dès l'instant que les autres économies ne peuvent pas être dépendantes de notre production scientifique, nous ne pouvons pas avancer. Donc, pour que nous ayons des brevets, il faut investir dans la recherche scientifique, il faut que nous produisions, et pour que nous produisions, c'est encore une décision politique, il faut créer les conditions pour que les personnes habilitées à faire de la recherche puissent nous donner des résultats. Voilà, puissent donner des résultats, mais les étudiants devraient également être associés, par exemple, dans ces genres de forums. Vous pensez? Oui, mais l'étudiant, c'est un chercheur. Hein. Vous savez, dans la vie, on n'arrête pas lorsqu'on on est passé par le banc de l'université. Normalement, on est censé apprendre tous les jours. Moi, je pense que c'est ce que je fais. Tous les jours, j'essaie de voir un petit passage, un petit bouquin ou voir un passage sur Internet pour apprendre. Donc, les étudiants sont associés, mais pas simplement les étudiants. Il faut que tout le monde soit associé à cette démarche de savoir, oui, il y a la croissance. On nous explique que économiquement, notre pays avance, que nous avons une croissance extraordinaire. Mais comment ça se fait que je me réveille le matin, je n'arrive même pas à payer le Transco? Donc il faut que les gens comprennent pourquoi ils n'arrivent pas à payer le transport. Voilà, la croissance inclusive, un sujet par exemple vaste. Alors s'il faudrait en parler juste pendant 48 heures, pensez-vous, il sortira de ces assises de bonnes choses par exemple? Oui, je pense que 48 heures c'est suffisant, d'autant plus que tout ce qui est dit, au fait, c'est des choses qui sont connues. Moi, je suis souvent
comment je veux dire, je ne suis pas défaitiste, donc je sais qu'il y a du talent dans la majorité. Ce qui manque à la majorité, c'est la volonté politique. Ce qui manque à la majorité, c'est vraiment l'envie de bien gérer, de faire des choses. Maintenant, pourquoi je le dis? Parce que la plupart des choses qui seront dites pendant cette conférence, la plupart des Congolais érudits le savent. Mais est-ce qu'ils vont vraiment l'appliquer? Est-ce que les conditions sont organisées telles qu'ils puissent appliquer ces choses-là? Ça, c'est une autre question. Et de ce que je sais, ça fait à peu près 10 ans que j'observe la majorité gérer. Elle connaît bien ces choses, elle ne les applique pas. Je serais fort étonné que pour les 2 dernières années, elle puisse les appliquer. Voilà, on a parlé de la croissance inclusive, mais s'il faudrait, puisque nous citons déjà, on est dans des termes un peu plus clairs pour faire comprendre exactement à la population, qu'est-ce qu'on peut retenir également de ces assises et de cette croissance inclusive? Bon, pour parler en termes précaires, enfin, en termes plus ou moins abordables, oui. Ça veut dire que notre pays a produit beaucoup plus qu'il a produit l'année passée. Ça veut dire en termes de richesse, notre pays est beaucoup plus riche que l'année passée. Mais malheureusement, on constate que la population reste pauvre ou elle est paupérisée. Donc, il faudrait que des efforts soient fournis pour que la croissance économique du pays puisse bénéficier à chacun des Congolais, qu'il le ressente dans son assiette, qu'il le ressente à l'hôpital quand il va, et parce qu'il sera payé par un compte bancaire, parce qu'il est fonctionnaire par exemple, qu'il le ressente dans ses extraits bancaires. Donc, ce que nous disons, croissance oui, mais que cette croissance puisse bénéficier à tout le monde. Voilà, c'était donc les messages de Jean-Jacques Momba. Je rappelle que vous êtes cadre du MLC. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, dans quelques minutes, la grande édition du journal des Grâce Salambo, puis la revue de presse. On va se retrouver juste après, et c'est dans l'édition et la revue de presse pour parler sport. Ça sera dans la seconde partie du grand journal. À très bientôt.